Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais qu'on applaudisse extrêmement fort nos invités. Alors il y a d'abord à ma gauche Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, emprisonné plusieurs années puis déporté par Israël et auteur du livre Prisonnier de Jérusalem, un détenu politique en Palestine occupée. Merci infiniment Salah d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Inzaf Rezagoui, qui est docteur en droit international public, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient, qui a consacré sa thèse à la reconnaissance de l'État de Palestine et qui est cofondatrice du collectif de recherche Chiani. Merci infiniment à toi aussi d'être ici. Alors ce débat, il est plus que jamais important à l'heure où, vous l'avez vu, le projet Trump-Netanyahou de déporter l'ensemble des 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza est en train de se réaliser, la phase ultime du génocide, avec la volonté de déporter 2 millions de Palestiniens vers des pays, par exemple, comme la Libye ou le Soudan, et une offensive terrestre qui a d'ores et déjà lieu avec des images absolument abominables qui nous arrivent tous les jours par les réseaux sociaux, l'offensive de Gazaville qui a d'ores et déjà commencé. Nous voyons aussi les images effroyables tous les jours de la famine utilisée comme arme de guerre et du choix impossible devant lequel se trouvent les Palestiniens entre mourir de faim ou mourir d'une balle dans des distributions alimentaires qui sont devenues des pièges mortels. Et au moment où nous parlons, ce matin, il y a eu en Cisjordanie le plus grand raid organisé par l'armée israélienne depuis 2001 avec 1500 Palestiniens qui ont été enlevés en Cisjordanie, preuve que le génocide contre le peuple palestinien continue plus que jamais. Et dans cette semaine où nous commençons ce débat, dans cette semaine de rentrée, Israël a non seulement frappé le Qatar où se tenaient des négociations de paix, mais je rappelle, occupe toujours une partie du Liban, de la Syrie, a frappé le Yémen et a y compris frappé par drone des bateaux de la flottille à Tunis. Et sur ces bateaux vont se trouver dans le départ bientôt notamment 5 parlementaires insoumis, évidemment Rima Hassan, que je voudrais qu'on applaudisse, mais aussi Emma Fourreau, Thomas Porte, Marie Mesmer et François Pigmel, qui sont l'honneur de notre mouvement pour tenter de briser le blocus illégal de Gaza, aux côtés de centaines de militants qui viennent de 45 pays différents pour tenter de briser le blocus illégal de Gaza. Alors, de notre côté, du côté français, nous avons, nous, commencé bien la semaine, puisque nous avons commencé par renverser Bayrou, Retailleau, Saclic et son budget cruel avec. Mais, dès le lendemain, Macron, dans un acte de provocation ultime, a décidé de nommer Sébastien Lecornu. Et je veux dire que Sébastien Lecornu, en plus d'être le premier et le dernier soutien de la Macronie, n'est pas n'importe qui. Ça marche plus. Si, ça marche. Vous voyez, c'est quand on parle de Sébastien Lecornu, ça va jamais. Alors, donc, Sébastien Lecornu, je disais... Vous voyez ? En plus d'être le premier et le dernier soutien d'Emmanuel Macron, on n'est pas n'importe qui. Sébastien Lecornu est quelqu'un qui disait en novembre 2023 qu'il partageait les valeurs humanistes de Yoav Gallant, vous savez, l'ancien ministre de la Défense israélien, celui qui disait qu'il allait combattre des animaux humains à Gaza, et donc qu'il partageait des valeurs humanistes avec Yoav Gallant et qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais Sébastien Lecornu, c'est aussi celui qui disait « Il n'y a pas d'armes vendues à Israël, c'est-à-dire un menteur », puisque nous savons, notamment par un travail fait à la fois par des journalistes et des associations, que la France n'a jamais cessé de livrer des armes au régime génocidaire de Netanyahou. Donc, Sébastien Lecornu, en plus de tout ce que nous reprochons à la Macronie, est l'incarnation même de la complicité de la France avec le génocide de Netanyahou, et c'est pourquoi nous le censurons dès le premier jour de la séance parlementaire. Et je veux terminer cette introduction parce que ça a tout un lien avec la colonisation pour dire que Sébastien Lecornu était celui aussi qui, lorsqu'il était ministre des Outre-mer, puisque c'est le seul homme en France qui était ministre depuis 2017, eh bien, lorsqu'il était ministre des Outre-mer, est celui qui a maintenu coûte que coûte le 3e référendum en Kanaki, Nouvelle-Calédonie,
puis ensuite la rupture de neutralité qu'il y a eu avec l'État et le passage en force sur la question du dégel du corps électoral, qui ont conduit à 15 morts en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, sur lequel l'État est pleinement responsable, et cela a un lien direct avec le refus d'avoir une décolonisation pleine et entière en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. C'est aussi l'œuvre de Sébastien de Corlu. Donc, autre raison aussi, pour pouvoir le dégager le plus vite possible. Et je vais commencer par donner la parole à Salah Hamouri, que je remercie encore d'être là avec nous. Merci infiniment à vous. Merci Mathilde, merci à toutes et à tous. Merci la France Insoumise de cette invitation d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette fête de l'humanité, deuxième année de ce génocide en cours, un contexte aussi très spécial pour les Palestiniens, mais aussi pour le changement mondial qui est en train d'avoir lieu dans la région et dans le monde. Moi, il y a deux choses très importantes pour moi dans lesquelles j'aimerais bien parler. La première, que voilà, ce génocide en cours depuis presque 2 ans aujourd'hui. Je dois dire clairement que c'est la continuité de ce qui s'est passé en 1948 pendant la première Nakba du peuple palestinien. Le nettoyage ethnique de notre peuple continue aujourd'hui plus massivement depuis 2 ans à Gaza. Le but est très clair. Il était déclaré à plusieurs reprises. Il y a des gens qui ne veulent pas le croire, mais il est assez clair. La déportation, l'expulsion de la majorité du peuple palestinien hors de la Palestine. C'est le fait qui est en train de se faire négocier à Gaza aujourd'hui par Trump et par des régimes réactionnaires arabes, que ce soit avec la Libye, le sud du Soudan et d'autres pays où il y a des négociations pour ramener les Palestiniens et vider, et les déclarations de Trump de faire la Riviera à Gaza et de profiter du gaz qui se trouvait en face de Gaza, entre Gaza et l'Égypte, la Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem et les Palestiniens qui vivent en Israël, entre guillemets, les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, aussi subit des nettoyages ethniques. La dernière nouvelle loi que le Parlement israélien est en train de négocier aujourd'hui, c'est de dire aux Palestiniens de Cisjordanie qu'ils ont la double nationalité, qui sont 1,2 million de Palestiniens de Cisjordanie. Vous n'avez pas le choix de garder les deux nationalités. Soit vous gardez la nationalité palestinienne, soit on va vous expulser hors de territoire de la Cisjordanie. La Cisjordanie, il n'y a que 2,2 millions des Palestiniens. Ça veut dire la moitié des Palestiniens de la Cisjordanie aujourd'hui risquent de se faire expulser de leur patrie et on sait bien que la majorité des gens de la Cisjordanie aussi, ils ont la nationalité jordanienne à cause que la Jordanie, elle a contrôlé la Cisjordanie entre la période de 48 et 67, entre les deux occupations. Ça veut dire le génocide n'est pas que à Gaza, mais partout en Palestine. Moi, je le dis aussi très clairement que le génocide en cours est fait par les mains des Israéliens et l'armée israélienne, mais c'est un projet occidental, c'est un projet américain impérialiste pour toute la région. Il faut le dire clairement, 80% de subventions de cette machine de guerre depuis 2 ans est venue par les forces occidentales et par les États-Unis. 80% du paiement de ce génocide en cours est venu par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et surtout les États-Unis. On est en train de vivre un changement régional et un changement mondial. Et on arrive au moment que Macron décide de faire son sommet le 22 septembre pour reconnaître l'État palestinien. Si on lit le texte, tout le texte qui est derrière la reconnaissance de l'État palestinien, on se dit, ce sommet, il est en faveur de qui en fait? Quand tu vois les détails de ce sommet, un État palestinien non armé, pas d'économie, un État qui travaille pour la sécurité d'Israël, une région entière après la normalisation qui est là pour la sécurité
d'Israël, c'est en fait le sommet du 22 septembre, il est venu, à mon avis, il est venu pour vraiment faire un blocage sur les décisions de la CIJ en fait. Le congrès du 22 septembre, il n'est pas venu pour sauver les Palestiniens, mais en fait, il est venu pour sauver l'État criminel d'Israël. Et l'Arabie Saoudite, la normalisation, elle est faite pour ça. On est passé par les accords d'Abraham où la majorité des pays arabes ont normalisé avec l'État israélien un échange de sécurité. On garantit la sécurité de ces régimes réactionnaires arabes. Les Américains et les Israéliens garantissent ces régimes-là en faveur les pays arabes riches garantissent que Israël elle va avoir l'économie de la région, elle va avoir la main haute sur la question de la sécurité et sur la question d'économie dans la région. Après ce génocide en cours, je ne veux pas être plus long que ça, après 2 ans de ce génocide en cours, la Palestine est revenue la première priorité politique mondiale. Elle est revenue grâce à nous, elle est revenue grâce à vous. Cette mobilisation mondiale, qu'on l'a vue massivement, la Palestine a changé, pas que dans la région, elle a fait un rapport de force mondial. Ce qu'on voit en changement, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs, c'est une domination. Elle a donné un changement mondial à la Palestine pour tout le monde. Alors moi, je pense que cette priorité politique mondiale que les peuples du monde ont pu donner pour la Palestine, il doit continuer. Parce que de dire que voilà, la reconnaissance de 2 États, un État palestinien, un État israélien, ça va arrêter. Moi, je ne crois pas que ça va arrêter ni le conflit, ni l'occupation. La reconnaissance de l'État palestinien, si elle n'est pas accompagnée par des sanctions, si elle n'est pas accompagnée par un embargo militaire, si elle n'est pas accompagnée par un embargo économique qui conduit à l'isolation totale de l'État israélien pour faire appliquer le droit international et surtout le droit du retour du réfugié palestinien, la reconnaissance elle-même, elle ne vaut rien du tout. Il faut des sanctions qui accompagnent la reconnaissance de l'État palestinien. Dernière chose, l'occupation de la ville de Gaza, c'est clair que les Israéliens, ils vont y aller. On va avoir encore des massacres et des massacres et des massacres. Netanyahou l'a déclaré très clairement. Il va avec les États-Unis vers la Grande Israël. Il l'a dit assez clairement. La Grande Israël, il est en train de l'appliquer aujourd'hui. L'occupation d'une partie de la Syrie, la partie du Liban, annexer toute la Cisjordanie. Et le tour, il va arriver sur les autres pays arabes qui pensent qu'ils sont en paix, que ce soit la Jordanie, l'Égypte. Leur tour, s'ils continuent aujourd'hui avec la question de la normalisation, leur tour va y arriver. Moi, je pense que notre rôle ici en France et ailleurs, nous les peuples, c'est voir comment contribuer à un rapport de force qui oblige l'État israélien de rendre les droits et surtout les droits historiques du peuple palestinien. On a des victoires et on a beaucoup de victoires, que ce soit en France et ailleurs. Peut-être qu'on les voit un peu là, un peu là, un peu là, mais c'est des grosses victoires qu'on a pu tous ensemble contribuer dans ce combat depuis 2 ans. Moi, je pense que voilà, après ces 2 ans de génocide en cours, notre combat ici en France, il va continuer. On ne va pas lâcher l'affaire. Ce gouvernement, il va continuer. Le prochain va continuer. Tous les gens qui ont participé à ce génocide en cours, qui étaient complices à ce génocide en cours, ils n'ont pas de place entre nous. Ils ne doivent pas avoir une place dans la politique française. Il faut le dire clairement. Nous, ici en France, on est aux côtés des peuples, aux côtés du droit, aux côtés de la libération du peuple palestinien et sa patrie. Moi, après 10 ans de prison, après 10 ans de prison et tout ça, moi je pense que voilà, les Israéliens, les pays qui s'étaient complices avec eux, ils comprennent que la langue de la force, ils comprennent que la langue des peuples. On est là pour dire que voilà, la Palestine n'a jamais été, et la Palestine ne sera jamais une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Merci à vous.
infiniment, Salah. Ce que je propose, c'est que je vais donner la parole maintenant à Ensaf Rezaoui et ensuite on aura un temps de questions-réponses où vous pourrez là aussi vous exprimer. Ensaf, c'est à toi. Merci Mathilde et merci pour l'invitation. Moi, je voulais commencer par une phrase qu'un ami palestinien m'a dit à Hébron quand j'y étais il y a quelques mois. Il m'a dit « Ensaf, de toute façon, le droit international, c'est pas fait pour nous, les Palestiniens. » Et il dit pas ça parce que les Palestiniens seraient un peuple à part, différent, etc. Il dit ça parce que depuis qu'Israël a été créé sur la terre palestinienne, jamais l'ordre colonial israélien n'a été démantelé par le droit international. Jamais le droit international n'a été respecté alors qu'on a tous les outils à disposition pour dire l'ordre colonial israélien doit être démantelé partout. Et je suis convaincue qu'il a raison aujourd'hui, Bassel. Après 7 ans de recherche sur la Palestine, je suis convaincue que que le droit international n'est pas fait pour les Palestiniens. Parce que, et c'est ce que disait Salah, le droit international est aujourd'hui un droit colonial qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un certain nombre d'États qui étaient encore des grands empires coloniaux, la France notamment, le Royaume-Uni, mais pas que. Et ces États-là se sont arrogés tous les mécanismes juridiques existants, au premier rang desquels le Conseil de sécurité. Et au sein de ce Conseil de sécurité, on a aujourd'hui 5 États qui sont en capacité de décider pour le sort de milliards de personnes sur la planète. Et je vous donne un exemple assez éloquent. Entre 1947 et 2024, le Conseil de sécurité a adopté 309 résolutions qui concernent Israël. Sur les 309 résolutions, aucune ne contient une seule sanction contre Israël. Alors qu'il existe dans la Charte des Nations Unies, le chapitre 7, au sein duquel on peut adopter des sanctions économiques, politiques, diplomatiques, voire militaires, comme on l'a fait contre l'Afrique du Sud pendant le régime d'apartheid. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on a face à nous un certain nombre d'États du Sud, l'Afrique du Sud, etc., qui décident d'utiliser les règles existantes ou qui tentent de changer le droit international pour faire valoir la question du droit des peuples partout, et y compris en Palestine, qui est devenu le révélateur, finalement, de l'inefficacité du droit international. Et là-dessus, j'aimerais m'arrêter sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien que Emmanuel Macron a annoncé. Et dire 2 choses. D'abord, jamais en droit international, on a le droit de conditionner la reconnaissance d'un État aux conditions que Macron a mis sur la table. On ne peut pas dire on va reconnaître un État en contrepartie du démantèlement de ses forces armées. On ne va pas dire on va reconnaître seulement si tel groupe au sein de cet État ne sera pas dans le futur gouvernement de l'État, etc. Tout ça, c'est formellement interdit par le droit international, sauf que Macron impose ses conditions politiques dans une question qui est censée être avant tout juridique. Le deuxième point, dans la prise de parole de Macron sur la question, c'est qu'il occulte le droit le plus fondamental de tout ce conflit, qui est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Dans le conflit actuel, il y a un seul droit qui doit prévaloir, c'est celui-ci. Et les modalités de la mise en œuvre de ce droit, elle n'appartient pas à Macron, elle n'appartient pas aux puissances occidentales, elle appartient au peuple palestinien. Et c'est le seul qui doit être en capacité de déterminer les modalités de la mise en œuvre de ce droit à l'autodétermination. Et donc, quand Emmanuel Macron dit « nous, notre solution, c'est la solution à 2 États et rien d'autre », en fait, il a une posture néocoloniale en imposant une solution politique à un peuple qui n'a pas été consulté alors que c'est lui le peuple colonisé aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'annonce d'Emmanuel Macron est à mon sens une posture néocoloniale et ne va pas assez loin parce que, 1, il n'y a pas de sanctions qui sont adoptées, parce que 2, on viole le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et on m'avait demandé de revenir très rapidement sur le génocide. J'ai le temps ? Ok. J'ai fait une intervention cette semaine auprès des agents du département de la Seine-Saint-Denis, une formation en droit international. Et dans la salle, il y a une femme qui a pris la parole et m'a dit « Non mais en fait, vous comprenez pas, c'est pas une guerre contre les Palestiniens, c'est une guerre contre le Hamas. Il n'y a pas de génocide aujourd'hui à Gaza. » Et là, en fait, je me suis juste dit, 22 mois après, on en est encore là, à devoir expliquer qu'en fait, c'est pas une guerre contre le Hamas, c'est pas une guerre contre un groupe politique, c'est avant tout un génocide colonial qui a lieu à Gaza,
Mais si vous prenez la définition du génocide, aujourd'hui, c'est une politique d'effacement qui concerne tous les Palestiniens, en Palestine, mais aussi dans la région, au Liban et ailleurs. Et il y a 3 critères aujourd'hui pour appliquer la définition du génocide qui est contenue à la fois dans la Convention contre les génocides de 1948 et dans le statut de Rome. Rappelons qu'Israël a ratifié la Convention contre le génocide et que c'est une convention qui s'applique à tous les États, même les États qui ne sont pas partie directe au conflit. Et il y a 3 critères. Il faut d'abord l'existence d'un groupe protégé, donc ici le peuple palestinien, dont l'existence ne fait évidemment pas débat. Il y a un deuxième critère qui est le fait de violer un des 5 actes matériels de la Convention. Le meurtre de masse, le transfert forcé d'enfants, le fait de soumettre le groupe à des conditions qui vont entraîner progressivement sa destruction, etc. Et il y a un troisième critère, c'est l'intention génocidaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'appareil d'État ait la volonté de détruire le peuple pour ce qu'il est. Donc ici, de détruire le peuple palestinien parce qu'il est palestinien. Et je vais peut-être m'attarder sur 2 éléments qui sont très révélateurs de ce génocide colonial aujourd'hui. Le premier, c'est les meurtres des membres du groupe protégé, donc les Palestiniens. Aujourd'hui, vous avez environ, mais les chiffres évoluent tellement et elles sont probablement sous-estimées qu'on est probablement sur un chiffre bas, mais qui est autour de 70 000 victimes palestiniennes. Dans le cas d'Israël, et ça c'est largement documenté, la majeure partie des frappes qui sont aujourd'hui faites n'avaient aucun objectif militaire. Et elles visaient délibérément des civils. Et preuve en est, 70% des victimes sont aujourd'hui des femmes et des enfants à Gaza. Et même les hommes qui sont pris pour cible, il faut quand même le dire, ce ne sont pas parce que ce sont des hommes qu'ils appartiennent automatiquement à un groupe armé aujourd'hui à Gaza. La deuxième, c'est qu'Israël, quand il cible aujourd'hui les Palestiniens, il le fait avec un objectif, c'est causer le plus grand nombre de morts. Pourquoi ? À Gaza, l'armée israélienne a une cartographie de la bande de Gaza, donc il sait exactement tel immeuble où est-ce qu'il se situe, et il a 3 codes couleurs. Dans un immeuble à Gaza, il a rouge, orange et vert. Rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui y habitent. Orange, ça veut dire c'est un couple, 2, 3, 4 enfants maximum. Vert, c'est qu'il n'y a pratiquement personne dans l'immeuble. Et ça, Israël sait précisément combien d'habitants vivent dans chaque étage de chaque immeuble en Palestine, et à Gaza en particulier. Et donc, on se rend compte que quand il frappe un endroit, il sait précisément combien de victimes il va faire. C'est pour ça que ce sont aujourd'hui des frappes qui visent largement les civils palestiniens. Sans compter le fait que la majeure partie des frappes interviennent la nuit, quand les familles se regroupent au même endroit parce qu'elles n'ont nulle part où aller pour dormir. Deuxième des critères qui est révélateur du génocide, c'est le fait qu'on impose aujourd'hui aux Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, des conditions de vie telles qu'elles vont entraîner la destruction du groupe. Ça, c'est un deuxième objectif d'Israël. Et ça, c'est encore plus vicieux parce que l'objectif, c'est de rendre la vie tellement impossible que vous avez une mort lente. Et ça, c'est la famine, par exemple. Et la Cour pénale internationale le dit très clairement, Israël utilise aujourd'hui la famine comme méthode de guerre. Donc son objectif, c'est d'affamer les Palestiniens, soit pour qu'ils meurent, soit pour qu'ils décident de partir de leur terre. Le troisième élément du génocide, et le dernier, c'est l'intention génocidaire. Et j'ai envie de dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on le dit très peu, on n'a jamais eu un génocide pour lequel l'intention génocidaire avait été aussi clairement exprimée à tous les échelons de la hiérarchie militaire et politique. Il y a des ONG, mais l'Afrique du Sud l'a aussi fait, qui ont compilé l'intégralité des déclarations des dirigeants israéliens, et on en était en mars 2024 à 150 déjà déclarations génocidaires de la part de l'armée et du gouvernement israélien. Et je vais pas vous les citer, mais vous les avez toutes en tête. Mais je vous rappelle par exemple que le président israélien lui-même disait noir sur blanc que d'après lui, c'était toute une nation qui était responsable et que donc l'objectif était de leur briser la colonne vertébrale. Peut-être pour conclure sur ce que nous maintenant on peut faire en tant qu'État, ce que la France peut faire en tant qu'État, elle peut faire énormément de choses. Tout d'abord, c'est soutenir l'enquête que la Cour pénale internationale est en train de mener,
La France est le 3e financeur de la Cour pénale internationale, sauf qu'aujourd'hui, elle ne soutient pas la mise en œuvre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui sont pourtant des fugitifs d'un point de vue du droit international. Deuxièmement, c'est de porter un certain nombre de résolutions au Conseil de sécurité. La France n'en a porté quasiment aucune et n'a jamais demandé des sanctions. Elle n'a jamais adopté des sanctions. Et Macron dit souvent, et je me rappelle d'une interview, il disait non, mais c'est de toute façon impossible qu'on fasse quoi que ce soit parce que c'est les États-Unis qui décident. Mais en fait, c'est complètement faux ce qu'il est en train de dire. L'Union européenne étant le premier partenaire économique d'Israël. Donc il suffirait par exemple que l'on mette un terme à l'intégralité des partenariats économiques, politiques, universitaires, académiques, financiers avec Israël, qu'on adopte des embargos sur les armes, l'Allemagne qui vend notamment 30% des armes aujourd'hui à Israël, et qu'au niveau de notre justice nationale, au lieu de réprimer les mouvements de solidarité avec la Palestine, on ferait mieux d'initier un certain nombre d'enquêtes pénales contre des soldats franco-israéliens ou sur la base de la compétence universelle. Et je vais conclure là-dessus, mais à mon sens, cette absence de volonté politique de la France d'adopter des sanctions, et plus largement des pays occidentaux, elles alimentent la perception d'un double standard dans l'application du droit international. Et la guerre à Gaza, elle illustre, à mon sens, non seulement l'incapacité de l'ordre international contemporain à instaurer la paix et à permettre la libération de la Palestine, mais elle met aussi en lumière l'idée selon laquelle c'est cet ordre-là, cet ordre international précisément, qui contribue à la perpétuation de l'ordre colonial israélien sur l'intégralité de la Palestine historique. Merci. Merci infiniment. Je voudrais qu'on salue aussi la présence de notre camarade Ibrahim qui est là, qui est arrivé récemment, dont la famille a été déplacée la semaine dernière pour la 29e fois et qui est venu étudier en France. Merci à toi d'être là et évidemment, salutations à toi. Peut-être juste avant de terminer les propos liminaires, je voulais revenir sur ce qui est en jeu dans le combat que nous menons contre le génocide palestinien. La Palestine aujourd'hui est une cause, une condition et le refus de s'y plier. Et ce qui se joue aujourd'hui en Palestine, c'est évidemment notre humanité commune, c'est la question du droit international qui est aujourd'hui remplacé par la loi du plus fort, c'est la question même de l'ordre international dont parlait Salah Hamouri tout à l'heure, et ce sont des principes fondamentaux qui sont en jeu. Nous sommes fiers d'avoir réaffirmé à chaque instant que toutes les vies humaines se valent, toutes sans exception. Réalisez qu'il y a 2 enfants franco-palestiniens qui ont été tués en octobre 2023. Ils ont été tués en octobre 2023. Elle s'appelait Jana, elle avait 10 ans. Il s'appelait Obaïda, il avait 7 ans. Leurs grands-parents sont sur ma circonscription. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes franco-israéliennes, mais n'a pas rendu hommage à ces enfants franco-palestiniens, montrant ainsi un 2 poids 2 mesures révoltant, où même dans la mort, les vies palestiniennes et les vies israéliennes ne vaudraient pas la même chose. Nous sommes ceux qui, aux côtés des associations, des collectifs, faisons vivre cette idée très importante qu'a dit Salah tout à l'heure. Rien n'a commencé le 7 octobre 2023. Tout a commencé en 1948. Tout est histoire de questions de colonisation, d'apartheid, de vol de terre. Et c'est cela qu'il faut regarder en face. Oui, nous faisons quelque chose collectivement ici en France, mais avec l'ensemble des peuples du monde. D'un combat qui marquera des générations entières qui les feront rentrer dans le combat, comme des générations ont été marquées par la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et ce combat-là fait exister, à travers nous, une autre voix de la France, celle qui refuse qu'il y ait 18 trains de sanctions contre Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine, mais toujours 0 contre Netanyahou et son gouvernement de génocidaires. Celle qui refuse qu'on laisse dans notre pays, par 3 fois, un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale survoler le territoire aérien français. Oui, nous faisons vivre une autre voix de la France. Et là, je veux parler comme présidente du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale. Je suis fière d'avoir avec mon groupe parlementaire, chaque semaine depuis 2 ans, sans exception,
chaque semaine, nous avons posé une question au gouvernement sur la Palestine pour mettre en face la responsabilité de l'inaction et de la complicité des puissants de ce pays face à ce qui est en train de se passer et face au premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité. Je suis fière que Jean-Luc Mélenchon ait été à La Haye devant la Cour internationale de justice suite à la plainte de l'Afrique du Sud. Gloire à l'Afrique du Sud pour avoir porté cette plainte contre Netanyahou, qui a fait avancer la Cour pénale internationale. Je suis fière que ce soit Éric Coquerel, avec plusieurs députés insoumis qui se soient rendus en délégation à Rafah, pour là aussi appeler toutes ses forces à arrêter le génocide en cours. Je suis fière que les insoumis aient pris toute leur part dans toutes les manifestations du pays contre le génocide, mais aussi dans la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et je veux dire un mot sur nos camarades qui vont partir avec la plus grande flottille qu'il n'y ait jamais eu pour briser le blocus illégal de Gaza. Ben Gvir, le génocidaire, a dit qu'il détiendrait les militants de la flottille, je cite, dans des conditions dignes de prisonniers terroristes, dans des prisons qui sont décrites par des associations comme des enfers carcéraux. Les deux flottilles précédentes, et ce sont des flottilles qui depuis des années tentent de briser le blocus illégal de Gaza, qui ne datent pas du moment du génocide. Les deux flottilles précédentes, les militants sont revenus après quelques jours de prison dans lequel la France n'a absolument rien dit, même lorsque des parlementaires français étaient kidnappés sur des eaux internationales. Et je rappelle que les eaux de Gaza ne sont pas des eaux israéliennes, mais sont des eaux palestiniennes qui n'ont rien à voir avec Israël. Eh bien, il va falloir redoubler de vigilance et d'attention sur ces flottilles, en même temps que garder les yeux sur Gaza et la Cisjordanie et l'ensemble de la Palestine, car nous savons qu'ils vont tenter d'être beaucoup plus violents, puisqu'ils ont d'ores et déjà saboté plusieurs navires. Vous en avez vu 2 à Tunis, mais il y en a encore eu d'autres qui compliquent beaucoup le départ des camarades. Et donc, plus que jamais, nous allons devoir porter toute notre attention et dire, comme aux côtés des dockers de Gênes, que si pendant 20 minutes nous n'avons plus de nouvelles de nos camarades, alors à leur côté, nous bloquerons toute l'Europe et toute la Méditerranée. Alors évidemment, les insoumis, si nous étions au pouvoir, nous aurions d'ores et déjà et depuis longtemps décidé de sanctions extrêmement dures contre Netanyahou et son gouvernement. Décider de punir les franco-israéliens qui participent à ce crime contre l'humanité et à ce crime de guerre. Évidemment, nous aurions depuis très longtemps reconnu sans aucune condition l'État de Palestine, mais surtout suspendu l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Et évidemment, nous aurions décrété un embargo sur les armes. Je veux terminer par dire que derrière se joue aux côtés du peuple palestinien, en plus du respect du droit international, en plus de notre humanité commune, en plus du refus du génocide qui est en cours, se joue quelque chose aussi pour notre pays. Je parlais de Lecornu, nommé Premier ministre, celui qui incarne la complicité de la France avec le génocide. Eh bien, derrière se joue aussi la défense de notre liberté d'expression. Derrière se joue aussi la défense de nos droits fondamentaux et de notre démocratie. Encore aujourd'hui, et je veux leur dire tout notre soutien, l'Union juive pour la paix a été perquisitionnée pour apologie du terrorisme pour 2 communiqués suite au 7 octobre 2023. Depuis des mois et des mois, nous avons des manifestations interdites en France, seul pays européen à avoir fait cela, en solidarité avec le peuple palestinien. Nous avons des centaines d'apologies du terrorisme qui pleuvent sur nombre de militants pour avoir dit ici et là aussi, leur soutien à la Palestine. Nous avons Jean-Paul Delesco qui, comme secrétaire départemental de la CGT du Nord, a été condamné à 1 an de prison avec sursis juste pour un tract sur la Palestine. Vous avez aujourd'hui en France des étudiants expulsés de l'université juste pour avoir là aussi fait des manifestations en soutien aux Palestiniens et une loi qui a été adoptée pour criminaliser encore plus
les voix des étudiants en soutien à la Palestine. Une loi qui se prépare par Madame Yadan, qui veut assimiler ce qu'il cherche à faire depuis longtemps, antisémitisme et antisionisme, ce que nous n'accepterons jamais. Et même un gouvernement par la voix de Monsieur Retailleau qui veut dissoudre Urgence Palestine. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte. Nous avons fait tomber Bayrou. Maintenant, il ne s'agit pas du prochain ou de l'après-Bayrou. L'après-Bayrou s'appelle l'après-Macron. Nous irons destituer le président de la République, comme nous avons déposé la motion de destitution avec 104 parlementaires du nouveau Front populaire, c'est-à-dire des parlementaires insoumis, mais aussi écologistes, ultramarins et communistes. Alors force les amis, le combat continue et je vous laisse aux questions que vous pourrez avoir. Merci infiniment à vous. Madame Fiat. Bonsoir. Bonsoir. Je vous parle en tant que double casquette. Je suis membre de la France Insoumise, mais aussi de l'association France-Amérique latine. Il faut savoir que le gouvernement colombien de Gustavo Petro a ouvert une ambassade en Palestine à Ramallah. Justement, nous, en France, pourquoi on ne s'appuie pas sur les gouvernements latinos, justement, qui soutiennent la Palestine, comme la Colombie, comme le Venezuela. Le Mexique a un bureau en Palestine. Il a un projet, le gouvernement mexicain a un projet d'ouverture d'une ambassade en Palestine. On peut s'appuyer sur ces ambassades et je pense que, et justement, c'est ce que nous devons faire. On a ces outils, qu'on les utilise. Voilà, et à savoir que demain, au stand de France-Amérique latine, bon, je m'excuse, je fais un peu de publicité. Au stand de France-Amérique latine, à 16h30, il y aura un débat Palestine, France-Amérique latine, mais ça sera malheureusement pendant l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ceci dit, par la suite, on devra utiliser justement ces ambassades par la voie diplomatique. Merci beaucoup. On va prendre plusieurs questions si ça vous va. Il y en avait une derrière aussi. Bonjour. Je voulais poser une question à vous en tant que personne qui étudiait la loi, qui appliquait la loi, qui l'écrivait et la votait aussi. Puisqu'on voit que l'Union européenne ne suspend pas ses accords, que les gouvernements et les États ne prennent pas les décisions. Je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives, on va dire ciblées, comme par exemple la fondation Hind Rajab qui attaque directement des soldats israéliens en justice, qui a des actions en justice menées contre des gouvernements, par exemple la Belgique, et l'a tout de suite attaqué en tant qu'État. Il y a aussi des choses qui se préparent, je crois, contre British Petroleum qui fournit le pétrole. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'au vu des décisions internationales et des preuves indéniables du génocide en cours, est-ce que ces actions légales, on va dire ciblées, isolées, peuvent avoir un effet plus immédiat ou plus rapide que la pression sur les gouvernements? Ok, merci beaucoup. Autre question? Bonjour. Je souhaite témoigner déjà par rapport à ce sujet-là. Il y a un an, j'étais dans une manifestation. Je me suis pris en garde à vue et assigné à résidence, vu que je suis sans obligation de quitter le territoire français. Sans aucun motif valable, car j'étais étudiant, le moment où j'ai mes enfants, on me prive de mes droits. Et il y a 3 mois, j'étais avec ma soeur, elle est sourde et muette, elle est en situation de handicap, en voiture, j'avais un drapeau palestinien. Je me suis fait arrêter et j'ai eu une interdiction de retour au territoire français. Mais la question que je me pose, comment on devra arrêter tout ça? Comment on devra
arrêter la France et l'Union européenne de financer l'État palestinien. Car je me vois que nous sommes en dictature. Je ne suis pas le seul, mais il y a des Français qui vivent la même situation, ou pire que cette situation. Et on a ceux qui sont toujours en prison pour apologie de terrorisme, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bonjour. Moi, je voudrais vous parler de la situation des étudiants gazaouis qui souhaitent venir étudier en France. Ce sont des dossiers que j'ai personnellement montés avec Raquel Eborgui de la Sorbonne. Les élèves sont financés, préinscrits. On a trouvé des logements, mais depuis l'incident, on va dire, de Sciences Po Lille, qui a servi en fait d'alibi, on nous dit que le consulat en fait ne refuse pas de donner les visas, mais les conditions sont devenues tellement drastiques. Il y a toujours une nouvelle condition qui ne permet pas d'avoir les visas. Donc j'aimerais savoir quel soutien on peut avoir pour obliger le consulat de France à délivrer ces visas, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas les donner. Et on ne peut pas avoir un double discours, dire qu'on reconnaît la Palestine et dans le même temps bloquer des étudiants et bloquer également les doctorants du programme PAUSE qui n'ont pas pu être évacués depuis le 4 août dernier. Merci. Il y en a d'autres? Il y en a une derrière toi, Caroline. Oui, bonjour. Sur cette question, je voulais dire qu'il y a des procédures qui sont en cours devant... Comme ça. Il y a des procédures en cours devant le Conseil d'État pour justement contester la décision de Jean-Noël Barrot, qui est absolument scandaleuse, de suspendre les évacuations vers Gaza. Il y a une audience de référé qui est prévue le 25 septembre à 11h au Conseil d'État. Et donc, voilà, s'il y a des associations qui veulent faire des interventions volontaires au soutien de ces deux requêtes, parce qu'effectivement, il est absolument scandaleux que les étudiants, que les familles de réfugiés et que toutes les personnes qui ont besoin d'être évacuées ne le soient pas en vertu d'une décision totalement illégale. Donc, je voulais répondre aussi à cette question, à cette précédente intervention. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a là encore Caroline. Je voulais commencer d'abord pour dire merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre solidarité. Ça fait plaisir que vous pensez à nous. Merci beaucoup d'avoir pensé à la Palestine, à tout ce peuple qui est prêt à vous accueillir dès que c'est possible. Vous serez toujours le bienvenu en Palestine. Bientôt, je suis sûr que ça sera bientôt. Si ce n'était pas vous, ça sera vos enfants. Et je voulais juste vous poser la question, comment on peut interpeller toutes les entreprises françaises qui sont dans le territoire occupé, qui travaillent avec les autorités israéliennes, Orange, BNP Paribas, Carrefour. Que faire pour contrer toutes ces entreprises françaises-là qui collaborent avec la colonisation? Et merci. Est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, la dernière question, et avant de vous la donner, en tant qu'étudiante à la Sorbonne, je soutiens tous les étudiants gazaouis qui ne sont pas arrivés jusqu'à moi. En tout cas, on vous remercie, en fait. Ah, oui. En tout cas, oui. En tout cas, on vous remercie, en fait, parce que le seul parti politique qui défend réellement la cause palestinienne et qui n'a jamais franchi ou quoi que ce soit, qui n'a jamais plié par rapport à toute la pression que vous avez subie. Je pense qu'il n'y a aucun parti, même dans le futur, je pense, qui a réussi à ne pas lâcher l'affaire. En tout cas, on vous remercie. Et j'ai juste maintenant ma question. Est-ce que tu peux me dire où tu as eu ton t-shirt? Ça, c'est ma question. Le t-shirt, je commence par le t-shirt.
Vous pouvez le trouver au stand partagé entre le Parti communiste libanais et Urgence Palestine, sur le stand d'Urgence Palestine, dans le village du Monde. Vous pouvez trouver les t-shirts du Triangle Rouge. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je vais faire résumer 2 minutes, répondre et résumer. Merci. D'abord, sur la question de si, je vais dire ça comme ça, est-ce que les plaintes servent à quelque chose? Regarde, moi je pense que nos combats, que ce soit au niveau de droit, au niveau populaire, à plusieurs niveaux, ça s'accomplit tous ensemble. Au niveau du droit, au niveau du droit et au niveau des plaintes et de porter plainte contre que ce soit les franco-israéliens ou d'autres, ça c'est un truc qui touche énormément le fond du projet sioniste. De dire, et il y a des pays qui continuent de défendre Israël en disant que c'est encore la seule démocratie dans le Proche-Orient et compagnie. Aujourd'hui, l'image d'Israël, que ça fait 75 ans qu'ils essayent de nous la vendre dans le Proche-Orient et partout dans le monde, est touchée au profond. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'association Hind Rajab et d'autres. Aujourd'hui, le projet colonial israélien est vu très mauvais partout dans le monde. Si par exemple, je vous donne un exemple, le ministère des Affaires stratégiques israéliennes, il a déclaré cet été que la Grèce, c'est une zone rouge pour les touristes israéliens, où les Israéliens ne doivent pas se rendre en Grèce parce qu'ils sont mal vus là-bas et il y a des dangers de sécurité. Ça n'a jamais été dans le passé. Ça n'a jamais été dans le passé. Des soldats franco, plusieurs nationalités, ils étaient obligés d'être évacués dans certains pays parce que des plaintes ont été déposées directement à cause de leur participation au génocide à Gaza. Moi, je pense que ce niveau de travail est un niveau très très important, il faut le continuer. C'est ce qu'on doit faire en France. En France, 4500 Français ont participé au génocide en cours. Il ne faut pas dire qu'ils ont le droit de rentrer et vivre normal entre nous. C'est des criminels, c'est des gens qui ont des sangs sur les mains, ils sont capables, les gens qui ont participé à ce génocide en cours, ils sont capables de venir et faire des crimes dans la société française. Ça, c'est le moindre des choses. Il faut chercher derrière eux, les voir et les poursuivre dans la justice française. Par rapport aux Gazaouites, c'est vrai, c'est la décision, c'est une punition collective contre tous les Gazaouis qui étaient prises à cause de la question du tweet qui a posé le débat en France. Déjà, il faut le dire que, heureusement que il y a plusieurs associations qui ont vu les premières 2 ou 3e vagues qui sont arrivées. La France a obligé les Palestiniens de rendre leur passeport palestinien en disant qu'on ne va pas rentrer. Il y avait un recours au tribunal administratif qui a cassé cette décision et heureusement qu'elle était cassée. Mais le problème, que la France, au fond, la France est complice totalement au génocide en cours. Quand on parle aujourd'hui, et là je veux résumer là-dessus, la France, pour elle, la continuité de ce génocide en cours fait partie de ses intérêts. La colonisation du sud du Liban, ça fait partie des intérêts français. Quand on se rend compte que Macron et son équipe politique, ça fait plus de 10 ans qu'ils négocient pour Total, que pour que ça soit Total qui sort le gaz en face du sud de Liban, on comprend bien pourquoi la colonisation du sud de Liban, ça tombe aussi dans les intérêts français. Parce qu'il y a du gaz en face du Liban pour 30 ou 40 ans que Macron il est en train de négocier pour que ce soit l'impérialisme français qui profite de ces trésors dans ces régions. Moi je crois, et ça c'est pour la fin, la décolonisation de la Palestine, la décolonisation de projets sionistes dans la région, elle comprend que le rapport de force. Il y a des rapports de force qui doivent être créés dans le monde, et doivent être créés en France et partout dans le monde. On a pu contribuer ici en France à la création de ce rapport de force.
Il faut qu'on continue notre combat. Je sais bien que ça peut apparaître difficile avec les images, avec tout ce qui se passe, avec la crise sociale et économique qu'on a ici en France, mais on doit comprendre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans la région influence directement notre vie sociale, notre vie économique, notre vie politique directe. La solution, c'est voir comment trouver le rapport de force pour décoloniser la Palestine, rendre la liberté au peuple palestinien, garantir le droit du retour pour le peuple palestinien. La solution, elle passe par un État démocratique, un État où tout le monde vivre, vivre devant le respect du droit en égalité, mais sur la base de la fin du sionisme. On ne peut pas vivre en paix avec le sionisme, parce que le sionisme, c'est une théorie fasciste. Tous ensemble, on continue notre combat jusqu'à de mettre un fin pour le sionisme et la libération pour le peuple palestinien. Merci à vous. Oui. Juste pour répondre sur la question de la justice, j'en profite comme il y a des élus parmi nous. Il y a un gros problème, à mon sens, en France, dans la capacité de la justice à pouvoir pleinement faire son travail dans la poursuite des crimes de guerre, de la complicité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est le PNAT, le Parquet national antiterroriste, qui est le seul compétent aujourd'hui pour ouvrir des enquêtes sur la base des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et le problème du PNAT, c'est que, il a très peu de moyens humains et financiers, donc il peut ouvrir très très peu d'enquêtes, parce qu'il est humainement dans l'incapacité de le faire, et donc il priorise. Il priorise les dossiers faciles, donc Rwanda, Libéria, un certain nombre d'autres enquêtes qui sont en cours. Donc le problème des juristes qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de contourner le PNAT et ce système-là, sachant que ce verrou, il n'existe pas par exemple en Allemagne. N'importe quelle juridiction en Allemagne peut ouvrir une enquête pour complicité de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Ça, c'est le premier verrou, ce qui nous oblige, nous, à lancer des procédures sur la base d'autres critères, donc torture, traitement inhumain et dégradant, etc. Mais on ne peut pas ouvrir des enquêtes partout en France sur la base des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est un vrai verrou. À l'époque, on nous disait que c'est parce que ce sont des crimes très particuliers, que les magistrats ne sont pas formés, etc. Je pense que c'est quand même... les magistrats sont formés à pratiquer le droit et donc normalement sont en mesure de poursuivre partout en France. Sur la question des étudiants palestiniens à Gaza, donc je travaille aussi avec Rakele, mais avec un collectif universitaire avec Gaza. On a soumis au consulat de France à Jérusalem une 50aine de dossiers de Palestiniens qu'on a inscrits dans l'université, mais sur la base de dossiers instruits par des commissions au sein des universités qui remplissent les critères, qui sont financés par des dons, des cagnottes, des bourses, qui ont des logements, etc. Donc tous les dossiers sont complets et du jour au lendemain, toutes ces évacuations-là ont été stoppées. Donc aller expliquer à quelqu'un qui est en train de subir un génocide, qui avait une lueur d'espoir, que du jour au lendemain, son évacuation est gelée. Et deuxième point, c'est que cette jeune fille qui a retweeté un certain nombre de posts, déjà, ça veut dire qu'on s'assoit sur la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental dans notre pays, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation. Donc en fait, il faut laisser les tribunaux faire leur travail. Et sur la base de ça, on prend une décision. Et deux, on impose une punition collective à tout un peuple qui est en train de subir un génocide. Et donc, c'est aussi problématique. Le consulat nous avait dit il y a 2 semaines que les évacuations allaient reprendre, sauf qu'entre-temps, l'agenda politique du gouvernement étant dicté par la fachosphère, un nouveau tweet de la fachosphère contre un autre Palestinien en France a été repartagé sur les réseaux sociaux. Et donc, le consulat nous a dit il y a quelques jours, on resuspend les évacuations, sans nous donner de date pour ça. Et deuxième chose qui est, à mon sens, parfaitement... indigne, c'est que nos contacts palestiniens à Gaza, étudiants qui étaient censés arriver, ont été contactés directement par le consulat en leur demandant l'accès à leurs comptes sur les réseaux sociaux. Donc au lieu de se mettre à l'abri, de survivre en temps de génocide, on est en train de leur demander si on peut aller regarder tous leurs réseaux sociaux et voir ce qu'ils ont pu poster. Donc ça, c'est un autre problème, mais je pense que c'est sur le terrain politique que maintenant
Ça doit se mener parce qu'on a évidemment fait un référé devant les tribunaux administratifs. Donc le Conseil d'État va bientôt se prononcer, mais sans pression politique. Le gouvernement est bien content de suspendre pour l'instant ces évacuations. Ouais, par ailleurs, on est plusieurs parlementaires à avoir écrit sur cette question et on continuera de le faire parce que c'est un scandale absolu. Il y avait Ibrahim qui voulait dire un mot. Hello everyone. My name is Ibrahim Badra, a survivor of 7 wars and genocide. And I just want to say... you can just speak English, okay. Hi everyone, this is me Ibrahim Badra, a survivor of 7 wars and genocide. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ibrahim Badra, un survivant de 7 guerres et le génocide à Gaza. Firstly, I just want to say thank you for everything that you are doing to support Palestine and Gaza specifically. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre soutien au peuple palestinien et surtout à Gaza. But we still need your support to face this never-ending nightmare. Et on aura besoin aussi de continuer votre soutien pour arrêter ce cauchemar. Because there is nothing ended yet. The daily massacres hasn't ended yet. The daily suffering of my people hasn't ended yet. Il faut savoir que la souffrance de notre peuple de tuer les gens quotidiennement n'a pas arrêté. La souffrance quotidienne à Gaza n'a pas arrêté. The starvation hasn't ended yet. L'affamation n'a pas arrêté aussi. The stealing of our dreams hasn't ended yet. Et le vol de nos rêves n'a pas arrêté aussi. The losing of the innocent people of my people hasn't ended yet. Et la perte de notre peuple innocent n'ont pas arrêté aussi. At the end, I just want to say thank you, but please remember, don't stop to talk about Palestine and Gaza until this never-ending nightmare stops. Je vous remercie beaucoup et s'il te plaît, n'arrêtez pas à soutenir notre peuple, soutenir Gaza jusqu'à ce que ce cauchemar arrête. Don't forget to talk about the genocide daily. N'oubliez pas de parler tous les jours sur ce génocide en cours. At the end, just remember one thing. There is nothing called Israel. It's only Palestine. Et il faut le dire, rappeler que ça ne s'appelle pas Israël, ça s'appelle la Palestine. Thank you again. Merci à vous. Merci infiniment à vous. Le combat continue plus que jamais. On continue évidemment à se mobiliser face à la phase ultime du génocide qu'ont lancé à la fois Trump et Netanyahou. Et je vais juste terminer. Alors, il y aura les autres débats à la fête de l'UMA, évidemment, parce que la Colombie, le Mexique ont pris dans les premières décisions de rupture diplomatique avec Israël. On fait ce que vous disiez sur l'ambassade en Palestine, sur la dernière question qui était posée aussi sur la criminalisation, jusqu'à avoir un IRTF. Juste cette criminalisation, elle ne s'arrête pas sur les voies de la paix et les voies qui portent le droit international. Portez toujours haut et fort votre voix. Soyez fiers de continuer de lutter contre le génocide en cours. Aucune répression, aucune apologie du terrorisme ou je ne sais quelle procédure qu'ils inventeront contre nous ne nous fera taire contre le génocide en cours en Palestine. Et comme le disait Mahmoud Darwish, je vais terminer par les mots du grand poète palestinien qui disait « Pas d'énigme dans le secret de la résistance. Elle est populaire, voilà tout. Et la résistance adhère à la population comme la peau aux os. Nul n'y est l'élève et l'autre le maître. Force à vous les amis, merci beaucoup.